Bonjour, je suis Jean-Gérard Édition et je travaille dans le contrôle qualité. Je suis la personne que vous pouvez remercier pour avoir empêché que le dernier album d'Astérix se finisse par un... En effet, c'est mon boulot de protéger les figures de votre pop culture d'auteurs foufous qui veulent en profiter pour insérer leurs messages problématiques. Mais avec le nombre de bandes dessinées qui sortent chaque année, c'est difficile de garder ce niveau de qualité. Ça demande beaucoup de concentration, d'attention et surtout de temps. Sinon, on se retrouve avec un cas comme le sujet de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Moi, j'arrive à maintenir cette qualité et mon secret, c'est Holly. Holly est une boisson énergisante saine, sans sucre ou taurine, aux arômes et colorants naturels, le tout vegan. Ah oui, en parlant de vegan, Guillaume Canet... Holly est aussi écologique car la boisson est vendue en sachet et pot contenant une poudre, pot qui est l'équivalent de 50 canettes. T'as juste à prendre ton shaker et la poudre de ton choix parmi les gammes Energy, Ice Tea ou Hydratation, mets de l'eau et des glaçons, ensuite mets une cuillère à café de poudre dedans, secoue bien et voilà, tu as une boisson énergisante fruitée et saine, un thé glacé si tu prends la gamme Ice Tea ou une boisson hydratante parfaite pour une activité sportive plus fruitée. Et surtout ça marche, la gamme Energy utilise de la New Cave, des cristaux de caféine qui vous boostent mais sans crash post-caféine. Et la gamme Ice Tea a de l'antioxydant et des vitamines saines. Tu as une variété de goûts. À titre personnel, mon préféré est la Strawberry Shark, car elle mélange mes deux fruits préférés, la fraise et la mandarine. D'ailleurs, même en dehors de ce personnage débile que je viens d'inventer et de cette sponsor, j'ai vraiment adopté Holly dans mon quotidien. Des fois, je varie même un petit peu les goûts. Des fois, je prends du Raspberry Raptor ou du Citrus Cobra, c'est délicieux. Par contre, je vais reprendre le personnage parce que sinon c'est plus drôle. Et si t'as un doute sur les goûts qui pourraient t'intéresser, pas de soucis, prends-toi un pack découverte, essaye les différents échantillons, et une fois que t'as choisi ton goût préféré, prends-toi un pot comme ça. Commandez-vous votre shaker et votre pack pour seulement 19,99 grâce au lien dans la description et des codes promo Fermez-la qui vous donnent 10% de réduction et Fermez-la 5 qui offre 5 € de réduction pour la première commande. Merci à Holly pour le sponsor et plus sérieusement, bonne vidéo à tous. Ce générique a été fait par Abyss Pop TV, et elle avait fait un très chouette boulot, et il m'a servi pendant plus de 4 ans. Mais Fermez-la étant une émission sur la nécessité de changer et d'aller de l'avant, j'ai lancé la production d'un nouveau générique, et ce grâce aux donateurs et donatrices de ma cagnotte. Merci à eux pour leur confiance. Le nouvel animateur, Touf, bosse dur dessus, et on devrait pouvoir l'inaugurer dans quelques épisodes. Sur ce, merci encore à Abyss Pop TV et Touf pour votre travail, et je vous retiens pas plus longtemps pour cette vidéo. Oui, évidemment que j'allais faire un épisode sur ça. J'étais sur un autre sujet en attendant, mais je me suis dit, oh, pourquoi pas. En me baladant sur mon fil Twitter, oui j'appelle toujours ça Twitter, j'ai vraiment pas envie de faire plaisir à Elon Musk ces temps-ci, je tombe sur une petite vidéo par hasard d'une madame que je ne connais pas qui s'appelle Charlotte. Elle tient à la base une chaîne TikTok où elle parle un peu de tout de ce qu'elle aime, musique, cinéma, etc. Et dans cette vidéo, elle explique qu'elle est tombée sur une BD de Spirou qui l'a choquée. Je tiens entre mes mains une des BD les plus racistes de 2024. Vous n'êtes pas prêts parce que je vais vous montrer maintenant tout de suite. Bon, j'avoue, au début, quand je voyais cette vidéo, je me disais, oh ça va, ça doit pas être si horrible que ça, je veux dire, on est en 2024 après tout. C'est de plus en plus rare les trucs racistes, même dans la BD franco-belge. Ah, et puis la phrase « vous n'êtes pas prêts », voilà, c'est un classique pour attirer l'attention. Bon, en l'occurrence, ça marche, parce que j'ai regardé la vidéo et... Quoi son grand-père l'édito chez BFM? Oula! Ah oui, non, là, non, c'est même pas genre, oh, un mec qui aime le rap, c'est un peu cliché, là. Non, là, c'est old school blackface mamie dans Tom & Jerry, là, la vache! On dirait le clip de Jay-Z, mais premier degré, là. What? Mais what? On dirait même que les ombres sur sa peau sont placées pour laisser suggérer une fourrure de singe, c'est quoi cette merde? Ça fait un scandale pour Banania, pour Oncle Ben, c'est tout, mais on en parle? Cette vidéo a lancé un mouvement de critique sur cet album de Spirou, au point que certains articles parlant de ça oublient de mentionner Charlotte alors qu'elle était proms dans l'affaire. Et ceux qui ont vérifié le contenu de la BD, notamment le très chouette Fred d'Histoire Crépue, ont pu confirmer que c'est même pire que ça. Beaucoup en ont profité pour parler de la représentation des Noirs dans les BD francophones, en préparation des crétins qui essaieraient de défendre ça en mode « Mais c'est normal dans la BD franco-belge, c'est de la caricature !» Oui, c'est de la caricature raciste, c'est ce qu'on dit. Tu sais, le terme caricature raciste, elle n'existe pas juste pour faire un pléonasme, hein. C'est parce que c'est possible de faire une caricature qui n'est pas raciste. Les guignols de l'info sont des maîtres de la caricature et pourtant leurs marionnettes noires vont jamais dans la caricature raciste. Les traits grossis sont les mêmes que ceux de leurs autres marionnettes. Ils ont pas pris leurs marionnettes de singe pour faire Barack Obama ou Harry Roselmack. Même MC dans les minicums, il avait rien à voir avec ça, là. Après, oui, on a bien sûr des cas connus de caricatures limite ou carrément racistes dans la BD franco-belge, mais Astérix, au fil des années, a calmé ses traits les plus offensants, que ce soit dans la BD récente ou dans les films d'animation. Et en général, Astérix a toujours été pour diversité, donc c'est une évolution logique.
Le ciel lui tombe sur la tête, c'était une erreur et on n'en parlera plus jamais. Pareil pour Lucky Luke qui s'est beaucoup amélioré et a même adapté Bass Reeves, réel shérif noir de l'époque du western, avec qui Lucky Luke fait équipe pour lutter contre le Ku Klux Klan. Passer de caricatures insultantes comme ça à un mec qui combat le racisme, c'est une belle démonstration d'un héros qui évolue avec le temps et en devient même plus cool au final. Dans au Congo, il y a carrément toute une histoire autour d'Hergé qui a énormément regretté ce tome, au point qu'il a lui-même censuré les pires moments. Il a même fait beaucoup d'efforts au fil des tomes pour calmer son côté colonialiste, malgré cette période compliquée où l'occupation nazie en Belgique l'obligeait à faire pire là-dessus. En général, la BD franco-belge a appris à offrir une meilleure image des Noirs. Même Spirou a des exemples de représentation des Noirs corrects malgré son énorme retard. Même les BD les plus racistes comme celle avec les pygmées qui révèlent que les Noirs sont pas noirs, mais sales, l'auteur a regretté cette BD par la suite, et la série a tenté de critiquer le racisme comme dans le Rayon Noir. Ça aurait été mieux de faire ça sans blackface, mais bon, c'était acceptable à l'époque en 1993. Ah, ouais, on oublie que c'était l'époque du village de Bamboula. Oui, on a mis des Noirs dans un village cliché africain juste pour faire vendre des biscuits. Dans les années 90. Réel. Cette BD a été dessinée par Danny et écrite par Yann, deux vétérans de la BD francophone qui ont une carrière bien remplie. Donc des auteurs qui ont probablement gardé des habitudes d'écriture et de dessin qui leur viennent de l'époque où ils ont commencé, à savoir les années 70 et 80. Ah ouais, non, ça colle pas. Je veux dire, Tintin au Congo, les gens savaient que ça posait problème dans les années 60. Même Kerger regrettait le contenu raciste et a essayé de le corriger dès les années 40. En fait, ils sont dans l'industrie depuis tellement longtemps, c'est bizarre qu'il ait pas remarqué ou assimilé son évolution sur la représentation des Noirs. Le président Spirou, sur lequel Yann a écrit le scénario, Spirou et la femme Léopard, dessiné par Olivia Schwartz, a justement de bien meilleurs designs pour les personnages noirs. Et c'était il y a plus de 10 ans. Du coup, Spirou et la Gorgone Bleue a encore moins d'excuses. Tout le monde a su évoluer dans le milieu de la BD franco-belge. La polémique a amené Dupuis à répondre et annoncer le retrait de la BD à la vente, ce qui était très con. Bon alors déjà, personne n'a demandé le retrait de cette bande dessinée. Je vais même dire, bien que le contenu de cette BD soit en effet atroce, son existence peut être une bonne chose. Laissez-moi finir. Parce qu'elle permet un débat et de démontrer que le problème est très important, que ce genre de stéréotype est toujours banalisé, alors que des idiots pensent que c'est impossible de faire ou dire des trucs moins racistes que ça de nos jours. En supprimant la BD comme ça, bah déjà tu donnes raison à ces gens, tu leur permets de passer pour les victimes de censure, et ça va juste relativiser le problème, pas le traiter concrètement. Bah oui, en rendant la BD inaccessible, comment peut-on constater ce qui ne va pas dedans? Le but de la polémique était surtout de dénoncer une banalisation du racisme dans des habitudes d'écriture et de dessin qui ont bien pourri, pour ainsi inciter à une amélioration, à apprendre de cette expérience. Mais la réaction de Dupuis n'est pas une amélioration, mais une tentative de faire oublier ce qui s'est passé. Même leurs excuses sont débiles, ils s'excusent que la BD est choquée, mais pas de l'avoir publiée, pas de l'avoir approuvée, pas de n'avoir rien dit aux auteurs, non, ils s'excusent d'avoir gêné. Une manière de dire, on savait pas, désolé. Sauf que... Comment ça vous saviez pas ? Vous saviez pas que résumer les noirs à des singes c'est raciste? Non, et puis de toute l'équipe d'édition et de contrôle de qualité et tout, y en a pas un seul qui s'est dit « Wow, c'est un petit peu limite ça! Ces caricatures datées sont héritées d'un autre temps. » Oui, c'est bien ça le problème. Pourquoi vous en faites toujours? Même le dessinateur Danny a présenté ses excuses tout en disant qu'il ne comprenait pas en quoi c'était raciste. Comment ça, tu comprends pas en quoi c'est raciste de faire des caricatures racistes des années 30? Je sais que t'es vieux, mais même quand t'étais dans les couilles de ton père, c'était mal vu. Le mec agit vraiment comme un gamin qui s'est fait choper à faire une bêtise et qui s'excuse automatiquement, mais n'a pas appris et va recommencer tout de suite après. Et quand on voit que sur son site, il a dans la page dessin une seule page avec un seul dessin où plein de jeunes issus de minorités font passer ces héros blancs pour des ringards déphasés, voilà quoi. Très boomer Facebook, les jeunes de banlieue en capuche et casquette me font peur, le mec. Puis regarde la tête du gamin noir, quoi. Clairement, il savait ce qu'il faisait et il fait comme tous les racistes lâches. Ne pas admettre que c'est raciste. Charlotte, de son côté, a eu quelques soucis de la part de gros lourds fragiles qui supportent pas qu'on critique le racisme. Ça en dit long sur la banalisation du racisme de nos jours, quand des gens sont capables de voir ça et de dire « Ouais, non, je vois pas le problème ». Apparemment, la BD était un gros bordel de production. Danny et Yann se disputaient souvent à propos de la conclusion de cette histoire, et le projet avait été commandé il y a 10 ans. Et même une fois terminée, Dupuis a dû remanier la BD pour la rendre moins offensante. Oui, la version qu'on a eue est la version la moins offensante. C'était pire avant. Okay, but that's worse. I mean, you do get how that's worse, right? Parce que du coup, Dupuis a bel et bien cherché à corriger cette erreur,
Mais ils ont quand même pensé que ça allait passer. Ça, là, c'est le truc le moins raciste qu'ils pouvaient faire. Sans surprise, les vieux cons réacs sont allés soutenir Danny à la BD qu'ils ont jamais lu, allant jusqu'à faire des pétitions pour le soutenir. Les éditions Dupuis auraient pu porter le flambeau de la liberté d'expression. Mais non, ils retirent un numéro de Spirou pour cause de, entre guillemets, racisme. Smiley qui se chie dessus. Oui, Spirou est votre symbole d'anti-politiquement correct. Il va rejoindre la Patte Patrouille, le mec de Bimovie et les seins de Lola Bunny. On est des adultes. Et bien sûr, la réunion hebdomadaire des vieux cons réacs pour se plaindre de politiquement correct en a profité pour en parler dans son milieu naturel, la télévision française. Tout doit être revu à l'aune de cette intolérance politique. Dit le pote d'Éric Zemmour et Alain Soral qui fait son ouin ouin on peut plus être raciste, régulièrement invité par Hanouna, le pro-RN, et qui a une émission de télé rien que pour sa gueule, sur la chaîne du catho extrémiste méga riche Vincent Bolloré, et ce en compagnie de son pote réac Yann Moix, réalisateur du nul à chier Cinéman. Ouais, Eric Nolot et Yann Moix, c'est vraiment l'arme fatale de la médiocrité intellectuelle française, hein. Ce n'est pas à elle de décider ce que je peux lire ou pas, ce n'est pas aux réseaux sociaux de décider si un livre peut être en vente ou pas. Dit le mec qui a affirmé que les gens ne devraient pas aimer et considérer comme de l'art les jeux vidéo et les drag shows. Il y a une police de la pensée qui s'introduit partout, qui s'introduit dans les librairies, qui s'introduit sur les plateaux de télévision, qui s'introduit surtout dans votre lit. C'est là où ils prennent le plus de place. Comment il faut faire l'amour, ce que vous pouvez lire ou ne pas lire. Dit le mec reconnu coupable de diffamation après avoir dit des conneries sur la vie sexuelle de Pierre Berger. Ce n'est pas à cette dame, avec son arrogance, mais l'arrogance de ce commissaire politique qui est là, mon Dieu, c'est scandaleux. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, c'est que vous êtes un raciste. Bon. Dit le mec qui, juste après, traite ceux qui pensent pas comme lui de wokistes. Ce wokisme est vraiment d'une insolence et d'une arrogance incroyable. Aussi, toi qui aimes faire le snobinard de l'art, tu défends Spirou? Genre, du con, n'essaye même pas de prétendre que t'as lu un seul Spirou de ta vie. Ça se voit que la seule raison pour laquelle tu défends cette BD, c'est juste parce que dans ta tête, ça ferait chier tes opposants politiques. Pas du tout parce que tu penses que c'est une bonne bande dessinée, on le sait très bien. Mais enfin, à cause de ça, c'est devenu difficile de voir le contenu de la BD. C'est un peu comme si c'était l'effet voulu. Le seul moyen de se procurer cette BD, c'est la revente, qui, bien sûr, a explosé les prix. Beaucoup de crétins réac voient ça comme une victoire pour la bande dessinée. Ah ah, je vais donner tout un SMIC à cette bande dessinée juste pour faire chier les woke. Sauf que, comme Dupuis ne distribue plus cette bande dessinée, c'est pas Dupuis qui va toucher cet argent, et les auteurs de la BD encore moins. Non, l'argent va revenir uniquement au mec qui l'a mis en vente. Et ce mec, c'est juste un mec qui avait cette BD à ce moment-là, qui clairement n'en veut plus dans sa maison, et qui profite du fait que vous êtes des pigeons qui vont dépenser une fortune juste pour avoir un truc raciste de plus à votre collection. Ou un scalper. Vous savez, ces gens qui achètent des produits en édition limitée pour les revendre cher après sur internet, genre les amiibo, les cartes Pokémon, les PlayStation 5 avec des lecteurs. Mais bref, tout ça pour dire que pour voir le contenu de cette bande dessinée, ça va être un peu plus compliqué. Vous pouvez voir chez votre bibliothèque municipale si jamais ils ont toujours un exemplaire. Ou bien, vous trouvez un torrent paumé pour avoir les scans. La grande line, tout ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait et du coup j'ai pu constater qu'en effet cette bande dessinée et pire que ça, parce que non seulement elle est raciste, elle est aussi ultra objectifiante. Littéralement, les 2 premières pages, c'est Bikini Chan à la plage en train de tourner une pub. C'est là que pour mettre du cul et des boobs. Il y avait pas besoin de 2 pages entièrement sur cette pub de merde. Les autres personnages féminins sont aussi résumés à ça. Scène de combat, cul et sein. Figurant Osef, cul et sein. Un personnage place une puce pour traquer une autre femme, direct dans le cul. Le marsupilami, nichon aussi. Stop it. Get some help. Le scénario est même pratiquement une excuse pour foutre un max de cul. Je veux dire, il y a une scène de biche volée qui sert à rien à part faire du Dead or Alive là. Et oh la vache, même Spirou et Fantasio ont des corps d'athlètes. Pourquoi il a besoin de donner un corps sexy à Fantasio? On dirait qu'on a greffé sa tête sur un corps d'un autre style graphique, c'est bizarre. On dirait la scène dans Crazy Kung Fu là. Cette aventure de Spirou n'est malheureusement pas sur une créature de mythologie grecque qui s'est fait un épisode d'Arrested Development, mais sur un groupe d'éco-terroristes qui ont kidnappé Bikini Chan, qui est la mascotte d'une marque de parodie de McDo. C'est pas complètement con de vendre un burger ultra calorique en montrant le type de corps que tu n'auras plus jamais une fois que tu auras mis ce truc dans ton corps? Quoi? C'est quoi, Carl Junior? Ce sont de vrais burgers, ces trucs qui tiennent en équilibre par la volonté du Saint-Esprit? Spirou et Fantasio partent la retrouver parce que les reportages sur son kidnapping empêchent la diffusion de leur reportage à eux.
Oui, vraiment. Ils s'associent à la CIA pour la trouver, c'est là qu'ils vont sur un porte-avions rempli de Mistral Show, sauf Bikini Chan, Champignac était là, et twist, Bikini Chan était membre des Gorgones Bleues. Et elle a inventé cette prise d'otage pour pouvoir arnaquer son mari de quelques millions de dollars. Ce qui fait que les antagonistes de cette histoire n'ont concrètement rien fait de mal, et que nos héros ont rien accompli. Oui, t'as raison, BD. Pourquoi je me perds du temps à te lire alors que je pourrais revoir Big Lebowski? Donc voilà, mascotte tout le temps en bikini, éco-terroriste sexy, agent de la CIA sexy, et ses cotines sexy. Tout n'est que prétexte pour du cul qui n'apporte rien à l'histoire à part fantasmer. C'est comme si le dessinateur de cette BD avait passé des années à faire une BD érotique et n'a jamais vraiment arrêté. Et là, c'est pas seulement mon côté féministe, ou mon côté mec hétéro qui en a vite marre qu'une bande dessinée pour enfants, voire familiale, me prend pour un con en mettant des nanas en bikini de partout, qui parle. Non, parce que même en termes techniques, ça devient problématique à force. Car la BD en devient incohérent esthétiquement. Déjà, le fait que tous les personnages féminins ont exactement le même corps et la même tête, juste la couleur de peau et la coiffure qui changent, c'est un peu un problème dans une BD où les personnages sont tellement expressifs dans leur forme que tu les reconnais rien qu'à leur silhouette, et démontrent un double standard sexiste. Mais en plus, elles font vraiment tâche en comparaison des autres personnages. Un bimbo de BD érotique qui plonge dans les bras de personnages de cartoon au gros pif au bras spaghetti là. Je veux dire, prenez cette case. Genre, cette case résume tous les problèmes de l'esthétique de cette bande dessinée. Personne n'a l'air d'être dans la même BD. On dirait Gumball. Tu as Spirou et Fantasio qui ont des traits simplistes et ronds avec des points noirs en guise d'yeux. Champignac qui sort d'Astérix avec sa tronche caricaturale et ses gros yeux. T'as Sécotine qui sort des blondes. Et elle qui sort de Barbarella ou une de ces BD érotiques italiennes des années 70 chelou là. Si elles avaient des designs plus cohérents avec les autres personnages, genre les filles dans les nombrils, ça aurait beaucoup moins choqué. Même dans le petit Spirou, les femmes sexy avaient des têtes de cartoon mignonnes qui collaient un minimum. Je veux dire, Sécotine, elle a quasiment jamais ressemblé à ça dans les autres tomes de Spirou. Sous Franquin, elle avait cette apparence. Et pareil, ça la rend plus cohérente stylistiquement, sans la rendre moins jolie pour autant. Même si tu tiens absolument à la rendre sexy, je sais pas moi, Walter Minus a eu aucun souci à la rendre sexy, tout en gardant le style graphique de Franklin, c'est quoi ton excuse? Et c'est visiblement un problème récurrent dans les dessins de Danny. Le fameux dessin raciste de son blog, ces deux blancs-là, c'est Olivier Rameau et Colombe Tiredel. Des personnages créés dans les années 70 qui voyagent dans le monde des rêves ou quelque chose dans le genre, c'est un petit peu bizarre. Et au moins à l'époque, Colombe était mignonne sans être exagérée, et ça avait une dimension romantique et féerique avec une touche de psychédélique typique des années 70. En général, les dessins de Danny à cette époque avaient un joli style et charme qui rend triste qu'il est devenu en vieillissant. Dans ce dessin, elle est ridicule, on dirait une poupée gonflable. Ses seins débordent et sa jupe est en l'air sans aucune raison, juste parce que il faut absolument montrer le bout de peau de la jambe juste avant l'entrejambe. Je veux dire, je sais pas, ce petit bout c'est censé être sexy. Aussi, c'est marrant d'utiliser ces personnages et les montrer comme victimes au mieux de ringardise, au pire de racisme anti-blanc, quand on voit qu'ils étaient non seulement pas mal funky avec un côté allez la jeunesse, mais aussi pas mal bronzés selon l'époque de la BD où ils étaient. Pourquoi t'es allé prendre ces deux-là pour te plaindre des jeunes racisés de banlieue en fait? Ce sont clairement des personnages censés être au-dessus de ce genre d'inquiétude de boomer. Ce sont censés être des aventures fun pour faire rêver à la base. Quoi, les noirs qui existent, ça t'empêche de rêver? Tu peux imaginer des dragons, des rois lions, des espèces de tanks crabes, mais pas des jeunes de l'immigration qui fait tes trucs? Et qu'est-ce que ça a fait mes 68, ça? Ça a fait mes 68, hein? Anecdote amusante, Olivier Rameau est clerc de notaire. C'est même le seul clerc de notaire aventurier de l'histoire de la fiction. Et c'est grâce à ça que Danny a pu se créer une fanbase dans le notariat, qui du coup sont toujours présents et assez aisés pour financer ses campagnes nulles. Et oui, c'est pour ça qu'il fait toujours de la bande dessinée de nos jours malgré ça. Et le gars, il a une communauté, 111 contributions, 11 000 balles. Et là, j'en vois certains me dire « Oh, encore un crétin gauchiste qui se plaint qu'une bande dessinée est raciste ou sexiste. Au moins, cette bande dessinée, c'est pas une merde woke, hein !» La BD se fout de la gueule de Donald Trump et met ses cotines dans une relation lesbienne. Et même là, il est nul à chier. Déjà, la romance lesbienne est là que pour le fantasme et rien d'autre. Et ça se voit à comment Danny insiste sur le physique limite mannequin de Playboy pendant qu'elles font trempette à la plage et la romance s'arrête qu'à se tenir à la main dans 2 cases et un seul dialogue où elle se drague. C'est tout. Et la parodie de Trump est juste bête et méchante. C'est un bouffon ridicule gros et moche qui pense qu'à l'argent, laisse crever les otages et veut faire exploser des terroristes sans réfléchir. Oui, c'est totalement le truc le plus important à critiquer chez Trump actuellement. Et ouais, on parle beaucoup des dessins de Danny dans cette bande dessinée, mais croyez-moi,
le texte de Yann, c'est pas mieux. La BD met en scène une confrontation entre les corporations polluantes qui détruisent la planète et des militants écologiques. Et elle ne se positionne nulle part pour attaquer les deux et faire comme s'ils étaient au même niveau. Certains vont dire, ouais, au moins ça tape sur les deux bords, donc pas de raison de se plaindre de la caricature raciste là. Sauf que Trump n'est pas moqué pour être blanc, lui. Moi, je vois surtout que la BD tape sur tout le monde pour se plaindre que les extrêmes se rejoignent. Donc voilà, pour tous ceux qui se préparaient à dépenser 300 balles sur le bon coin pour avoir cette bande dessinée juste parce qu'ils pensaient que c'était un truc de droite, non, c'est pas une BD de droite. C'est une BD qui se veut avant tout centriste. Et qui du coup se loupe complètement dans son propos. Cette BD fait preuve, volontairement ou non, de lâcheté et de naïveté. Plus politiquement correct que ça, tu meurs. Et puis c'est juste con, tu mets au même niveau une corporation irresponsable cherchant le profit quitte à faire tuer des gens et un groupe de quelques femmes en costume qui font que repeindre des McDo et dire que c'est pas bien la malbouffe. Un peu déséquilibré, n'est-ce pas? Non, et puis tu critiques les éco-terroristes en 2024. Tu penses vraiment que dans la situation où on est actuellement, c'est urgent de taper sur les éco-terroristes? Alors, je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que l'éco-terroriste le plus dangereux qu'on ait eu dans les 30 dernières années, c'était José Bové. Et lui, tout ce qu'il a fait, c'est démonter quelques McDo. En fait, ironiquement, il a fait plus de dégâts que le groupe éco-terroriste de votre BD, là. Je sais pas, c'est un peu comme si éco-terroriste était un terme de merde sorti 9 ou 10 fois par des comptes droitards qui pleurent beaucoup plus sur des pertes matérielles que sur des pertes humaines ou animales. C'est encore plus débile quand tu vois qu'elles ont un putain de sous-marin. Vraiment? Vous avez ça, et tout ce que vous trouvez à faire pour sauver l'environnement, c'est peindre des trucs. Tu pourrais saboter un bateau de croisière ultra polluant ou empêcher des braconnages d'animaux marins, je sais pas moi. Ça devient même thématiquement incohérent quand tu vois que leurs sous-marins se planquent sous le 7e continent. Cette partie de l'océan Pacifique où tous les déchets forment une zone de millions de kilomètres carrés et qui donne naissance aux super requins de sous la Seine. Meilleure satire politique que ce truc d'ailleurs. Mais ça contredit ce que représentent les gorgones bleues en fait. Elles pouvaient pas se planquer dans une réserve naturelle ou quelque chose. Même le propos de la malbouffe, ça critique la corporation opportuniste, mais ça moque aussi ceux qui aiment bouffer ça et celles qui critiquent la malbouffe. Il y a un moment où ils critiquent les faux engagements écologiques des corporations, ce qui est bienvenu, mais de l'autre côté ils tapent sur les écologistes, donc du coup ils devraient arrêter de dire qu'ils sont écologiques les corporations et polluer directement sans aucune retenue. C'est quoi le propos là? Au final, Spirou et la Gorgone bleue n'est pas anti-écologique, non, mais elle tape sur les activistes écologiques qui font n'importe quoi parce que ce sont des femmes et donc elles sont connes, parce que c'est difficile de résumer les femmes à des objets sexuels sans être sexiste. Même l'otage est montré comme une connasse manipulatrice et vénale, donc je suis censé être du côté de qui là? Ce qui fait que la BD se refuse d'avoir un propos concret et se contente de mépriser tout le monde. Sauf que non seulement c'est pas constructif, mais c'est pas drôle. C'est juste un boomer qui chouine là. En général, l'humour de la BD est vraiment pas terrible. Entre les commentaires pas ouf d'un Spip super mal dessiné, dont un qui tacle les mangas, car c'est vraiment le ciel lui tombe sur la tête de Spirou celui-là, et les tentatives de commentaires à l'ouest, la BD est difficilement qualifiable de BD pour enfants. Ce que Spirou est à la base, je rappelle. On a des champignons beat, putain. Champignons beat qui sont l'ingrédient pour du Viagra. Le moment qui m'a le plus énervé en termes d'humour raté, c'est le porte-avions là avec toutes les caricatures racistes dessus. Il s'appelle le USS Obama. Et à un moment, les Gorgones bleues attaquent ce porte-avions avec des drones. Obama, drone, militaire trop bourrin, y a rien qui tilte. Non, 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 tout ce qu'ils ont comme blague sur Obama, c'est qu'il est noir. Et donc, un porte-avions qui porte son nom doit être noir et avoir un équipage entièrement composé de noirs. Et pas beaucoup les allégations de racisme, mec, hein. En fait, vous savez quoi? Spirou et la Gorgone bleue est pire que Tata en Congo. Non, sérieux! Tata en Congo a la semi-excuse de l'époque et de l'idée que les Belges se faisaient de la colonisation durant cette période, absorbant la propagande et ignorant notamment la partie génocide. Ça reste critiquable et raciste, totalement, même RG critiquait ça, mais c'est plus un reflet de la société qu'un auteur qui cherchait la merde comme Spirou et la Gorgone bleue. Tata en Congo moquait aussi les noirs, mais il y avait aussi ce côté chevalier blanc naïf, Tatin qui essaye de les aider et de les éduquer. Alors oui, c'est non seulement paternaliste et réducteur, mais c'est surtout odieux quand tu sais que sous Léopold II, la colonisation du Congo évoquée par cette BD a fait tuer des millions de Congolais, sans parler des mutilations, viols, tortures et j'en passe. Mais la naïveté de la BD s'arrête au moins à la partie éducative. Mais aussi, quand tu enlèves le côté colonialiste de Tata en Congo, et ben tu te retrouves avec une bande dessinée qui arrive à être drôle.
Tintin a toujours été plus dans la comédie physique et de situation que de la comédie satirique. Du coup, t'as des moments absurdes qui font passer Tintin pour un débile. Genre quand il essaye de tuer une gazelle, mais elle se relève à chaque tir. Après 15 cartouches, elle se relève plus, Tintin va vérifier et voit qu'en fait ce con a tué plusieurs gazelles l'une à côté de l'autre. Ou la scène du train qui s'écrase sur la voiture de Tintin pour que ce soit le train qui prenne le plus de dégâts. C'est un super gag. Bon, je suppose que ça devait moquer les trains africains, donc ouais, merde. Mais en soi, sans le contexte, c'est un bon retournement de situation. Et quand Tintin met la faute sur les pauvres Congolais qui ont été déraillés, leur ordonnant de réparer eux-mêmes, bah je rigole plus de Tintin et de sa déconnexion à la réalité qu'autre chose. C'était probablement pas volontaire, mais dans cette histoire, Tintin est tellement un connard, on dirait une scène de Philadelphia à force. Même malgré elle, la BD est drôle. En fait, rectification, la BD est plus drôle involontairement que volontairement. Parce que ouais, les blagues sur l'accent et l'ignorance des Congolais, bof quoi. Oh oh, ils comprennent pas le français. Bah oui, ils comprennent pas le français, ils sont pas francophones. Donc non seulement Danny et Yann se sont révélés beaucoup plus ignorants que le RG de 1931, mais en plus... le comble! Même quand Spirou refait Tintin au Congo après des décennies de critiques sur son contenu, eh ben il arrive encore à trouver le moyen d'être une version inférieure de Tintin. Déjà à l'époque où il était populaire, et je suis loin d'être le seul à le penser, Spirou était déjà vu comme on a Tintin à la maison. C'était le même concept que Tintin, jeune homme à la personnalité plate aux yeux de bille qui vit des aventures, parfois à travers le monde, parfois avec un truc de science-fiction, en compagnie d'un animal mignon, d'un comic relief plus populaire que lui car plus intéressant à suivre, et un savant fou. C'est vrai que c'est un gros nom de la BD francophone qui a joui d'une longévité impressionnante, mais il n'a jamais pu atteindre le niveau de popularité de d'autres figures dans sa catégorie comme Tintin, Astérix, Lucky Luke, le Marsupilami, Titeuf, Gaston Lagaffe ou les Schtroumpfs. En fait, tu sais quoi, j'en rajoute même Papyrus. Ouais, je suis allé là. Papyrus est meilleur que Spirou. Et disons-le, c'est même pas une hot take. Même moi, je n'ai jamais été un grand fan de Spirou. J'essayais de l'être, mais principalement parce que le dessin animé était ma seule option de série d'aventure avec personnages colorés que j'avais dans cette sombre période où je devais me contenter de ce qui passait à la télé tel jour et à telle heure. Je n'ai pas de souvenirs spécifiques ou agréables de la série d'animation, et j'ai essayé de revoir des épisodes pour cette vidéo et... ouais, c'était en effet pas incroyable. J'ai dû posséder qu'un seul tome de Spirou, à savoir Spirou à New York. BD qui, rien qu'à mes souvenirs, je me doutais que ça allait être raciste en le redécouvrant, et ouais, ça l'était. Du coup, j'ai essayé de me renseigner sur la licence Spirou pour voir où est-ce que cette BD se plaçait dans la continuité. Et c'est là que j'ai eu mon moment Pépé Sylvia. Parce que contrairement à toutes les autres séries de BD franco-belges, Spirou n'a pas qu'une série. Il y a une série principale, Spirou et Fantasio, et son spin-off, Le Petit Spirou. Pardon, c'est spin-off. Car t'as aussi le Grand Z, non pas celui-là, Zorglub, vachement mieux, Champignac, Mademoiselle G, Super Groom, c'est Spirou s'il était Rocketeer, et c'est sans parler des spin-offs que vous saviez même pas étaient des spin-offs car ils ont eu beaucoup plus de succès que Spirou, comme le Marsupilami et Gaston Lagaffe. Et ouais, ce sont techniquement des spin-offs de ce truc. Oh, et Spirou est mort apparemment. Depuis 2022. Mais la série qui nous intéresse est la série intitulée Le Spirou 2, qui est un ensemble d'hors-séries se passant dans leur propre continuité et où différents auteurs font ce qu'ils veulent avec leur propre style graphique et leur canon à part. Et c'est là que Danny et Yann ont fait Spirou et la Gorgone Bleue. Et quand la BD est sortie, tout le monde s'en cognait. Elle est sortie sans fanfare ou annonce importante. Parce que disons-le, enlève le Petit Spirou et le journal de Spirou, qui est toujours une institution respectée de la BD franco-belge, Spirou en lui-même... les gens s'en foutent un peu. La dernière fois qu'on a beaucoup parlé de Spirou, c'était quand le film tout pourri est sorti et que tout le monde crachait sur le cinéma français qui faisait n'importe quoi dans ses adaptations de BD-culte, moi compris, et c'était il y a 6 ans. Je suis vieux. Et avant ça, c'était pour la vidéo du JDG sur le jeu Mega Drive. Et ça date de l'époque du gros JDG. Je suis tellement vieux. Vous voyez que je suis pas le seul à m'en foutre de Spirou. Même le JDG dit qu'il s'en foutait. Concernant Spirou lui-même, je sais pas, c'est une série d'aventures classiques, mais j'ai toujours trouvé ça comme un peu un genre de sous-Tintin qui fait que ça m'attirait pas forcément finalement. Vous voulez savoir à quel point tout le monde s'en fout de Spirou? Spirou et la Gorgone Bleue est sorti l'année dernière. Oui, il a fallu plus d'1 an pour remarquer l'existence de cette BD et de son contenu. Du coup, ouais, désolé Charlotte, petite erreur dans ta vidéo, ce n'est pas une BD de 2024, mais de 2023. Après, je comprends d'où vient l'erreur, hein, ta sœur venait de se l'acheter, vous avez découvert l'existence de ce truc là maintenant, forcément vous doutez pas que le truc avait 1 an quoi. BD Tech, le site de référencement des bandes dessinées où les passionnés peuvent faire leurs critiques, n'a que 5 avis écrits sur Spirou et la Gorgone Bleue. Et seulement 2 d'entre eux ont été faites après la polémique. Et il se faisait déjà démolir avant ça. La critique la plus sévère vient d'un dénommé MacArthur, qui lui a mis la note la plus basse, alors que de ce que je vois sur sa page, il est généralement bon public, et il n'évoque pas la caricature raciste, mais il a clairement pas aimé que Danny ait transformé Spirou en son porno pour boomer. Et c'est un peu ça le problème avec Spirou. Tout le monde s'en fout tellement qu'il a un gros problème d'identité.
Astérix, Tintin et les autres grandes séries de la BD francophone ont des identités relativement fixes. On sait qu'on va avoir de la satire sociale, des jeux de mots et des disputes dans un Astérix. On sait qu'on va avoir de la bagarre et des scènes de mystère et de comédie physique dans un Tintin. On sait que Papyrus aura des aventures assez intenses contre des forces occultes malgré la personnalité rigolote des personnages. Spirou est assez versatile et changeant, ce qui est quelque part son plus grand avantage car il n'y a pas de gatekeeper qui interdisent la moindre liberté, donc beaucoup d'auteurs s'amusent à expérimenter avec le personnage. Ça donne des histoires comme La Machine qui rêve, une des rares BD de Spirou que je peux dire culte, qui se permet des changements drastiques en termes de style graphique et de ton qui apporte une histoire prenante. Mais du coup, c'est aussi un peu un défaut car personne ne sait quoi attendre d'un Spirou et le grand public n'aime pas acheter ou lire un truc dont ils ignorent tout. Et parfois, on se retrouve avec des anomalies comme le film Spirou qui n'arrive pas à savoir ce qu'il veut être. Est-ce qu'il veut être un film pour enfants? Est-ce qu'il veut être un film pour adultes avec des gros mots et des blagues sur le toucher rectal? Est-ce qu'il veut être un film d'aventure comme on en faisait en France dans les années 70 et une adaptation qui respecte l'esprit aventuresque de la BD? Est-ce qu'il veut être une énième comédie nulle avec des célébrités has-been qui n'intéressent plus personne, encore moins les gosses qu'on ne sait pas s'ils visent ou pas? Ça alors, le film a floppé, comme c'est étonnant. Et ça permet aussi à des boomers de merde de profiter que personne ne regarde pour détourner une figure emblématique d'une grosse boîte de BD, de déformer le personnage et ses valeurs habituellement bienveillantes pour le mettre au service de ses fantasmes et de sa haine, exposant ainsi des gosses à ses délires pervers et sa vision méprisante du monde. La BD franco-belge a toujours, à différents degrés, commenté sur la société, mais il y a une différence entre faire une satire maligne et cracher ton dégoût sur les autres. Encore une fois, la BD moque aussi Trump, et même moi qui vois en Trump la preuve que le mal existe, je ne trouve pas ça drôle ou intéressant tant c'est juste de la haine pour de la haine. C'est du même niveau que Joker Folie à 2 qui existe que pour dire « Je veux dire à quel point les fanatiques du Joker sont des cons !» Oui, cool, je suis d'accord, ils sont cons. Sinon, tu fais un film quand? La création artistique marche mieux quand il est dans un esprit de transmettre plutôt que dans une attaque bête et méchante. The Boys critique la même chose que le Joker Folie à 2, mais il le fait avec plus d'intelligence, qui encourage une voix qui offre non seulement une narration plus satisfaisante, mais aussi un propos plus constructif. Avec du gore, des bites et des bébés qui balancent des lasers avec les yeux. Danny et Yann auraient pu profiter de leur position dans la licence Spirou pour recréer de l'intérêt pour cette figure délaissée de la BD franco-belge. Mais au lieu de ça, ils en ont fait l'avatar de leur névrose, et provoquent ainsi un effet stressant qui entachera le nom de Spirou pendant un long moment, rappelant ainsi aux gens pourquoi ils aimaient pas Spirou de base. Et tu vois, d'accord, j'aime pas Spirou, mais c'est pas parce que j'aime pas Spirou qu'il mérite pas mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de la chaîne et de me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment mon tout jeune compte Blue Sky, parce que vraiment, pas envie de faire plaisir à Elon Musk ces temps-ci. Et si vous voulez soutenir l'émission, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon où vous aurez accès à des exclusivités sur l'avancée de la prochaine vidéo, au Discord privé de l'émission, ainsi qu'à des contreparties comme votre nom au générique, des mugs, des posters, des t-shirts et des badges, notamment une nouvelle gamme de badges avec le nouveau logo de l'émission fait par Touf. Je vends toujours en édition limitée ceux de l'ancien pour ceux que ça intéresse. Et où vous pourrez aussi choisir un film que moi et mes amis nous analyserons sur ma chaîne Twitch dans mon émission Le Vidéo Club virtuel tous les samedis à 21h. Merci encore et à bientôt sur Ferméa.